Bienvenue dans notre BTP, votre émission où nous recevons des entrepreneurs dans ce BTP où ils partagent leur parcours, leur quotidien, leur secteur avec nous. Aujourd'hui, nous avons reçu une invitée. Ce qu'elle bon, dans cette émission, c'est que va toujours de bonnes surprises. Notre invitée, c'est une femme qui est spécialisée dans la construction métallique. Elle a une entreprise qui fait dans la soudure, la connexion métallique, la conception et la conduite des équipements métalliques. Elle est ingénieure mécanique. Elle a fait une transition vers un entrepreneuriat. Suivez jusqu'à la fin. On va parler un peu sur son activité, ses secrets et les challenges auxquels elle fait face à une femme dans ce domaine. Non seulement ça, on va vous inspirer. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous aurez la communauté pour savoir comment gérer votre entreprise, gérer vos équipes, gérer les clients qui ne sont pas de bonne moralité, et surtout, gérer votre argent de façon efficace. Je n'en dis pas plus. Suivez donc. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci pour avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous sommes dans un bureau BTP, une mission d'entrepreneur dans le BTP au Bénin. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? D'accord. Et déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est Edna Zimoussel. Je suis ingénieure en génie mécanique et chef d'entreprise. Je suis la directrice de Célus Bénin, un centre d'usinage et de soudure du Bénin, spécialisé dans la soudure, la construction métallique et la fabrication des équipements de côté dans le domaine du BTP. Ça, c'est un bref, ça. Ça, c'est un principe. Et en détail, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours académique? Pardon, vous êtes ingénieur en génie mécanique. Comment un ingénieur en génie mécanique peut se retrouver à diriger une entreprise dans la construction mécanique? Ou bien c'est incorporé dans votre filière? Merci. Déjà, quand on est ingénieur en génie mécanique, c'est la mécanique générale. Donc, la mécanique générale, ça regroupe un peu de tout. C'est pour ça, on les retrouve plus dans les usines. Parce que c'est des gens polyvalents. Des gens polyvalents. C'est pas comme la mécanique automobile où tu es juste des véhicules. La mécanique générale, tu peux fabriquer, être couleur, être soudeur, être charpentier. Donc, en termes simples, pour que l'autre auditoire puisse comprendre, c'est ce qu'on peut trouver dans la mécanique générale. Donc, tout ce qui a rapport avec le fait. Très bien. Tout ce qui a rapport avec aussi l'usinage aussi. L'usinage, la fabrication, la maintenance. Vous êtes ingénieur en génie mécanique. Vous avez demandé votre entreprise il y a combien? Bon, nous l'avons créé en 2018, plus précisément. Donc, je pense que ça fait déjà plus de 6 ans. Oui. Et après avoir terminé votre diplôme d'ingénieur, vous avez travaillé avec des entreprises, nous avons décrit votre entreprise, vous avez fait juste la transition directe de l'école entrepreneur. Moi, je ne me suis pas retrouvée par hasard dans l'entrepreneuriat. C'était une vision, c'était un objectif. Ce qui fait que je me suis préparée à l'avance. Je ne me suis pas retrouvée parce que, bon, je n'ai pas trouvé de travail, bon, non. Donc, tout était déjà planifié. Tout était déjà planifié en quelque sorte. Donc, j'avais pris plus de considération pour l'aspect pratique aussi en tant qu'ingénieur. Donc, je ne suis pas que théoricienne, je suis aussi praticienne. Donc, durant tout mon cursus, je me battais entre la théorie et la pratique, mais beaucoup plus sur la pratique. Je me dis, celui qui maîtrise la théorie et est excellent en pratique pourra s'en sortir. D'accord. Et vous m'avez dit l'école que vous avez faite, c'est la plus grande école d'ingénieur, je ne vais pas dire le nom. Oui. Mais nous savons tous que cette école est purement théorique. Oui. Comment vous qui aimez derrière la pratique, vous avez fait une école d'ingénieur, mais qui est purement théorique. Comment vous vous êtes préparé pour la pratique?
pour qu'un jour, vous allez lancer votre entreprise, vous êtes prête pratiquement. Donc, comme je l'ai dit, pendant tous les 5 ans, j'étais plus dans les lycées, principalement, je ne sais pas si je dois nommer le nom du lycée, le lycée Coulibaly. Donc, beaucoup de personnes me prenaient là. Je n'avais pas honte du fait que j'étais déjà étudiante, j'étais parmi les lycéens. Parce qu'on dit, qui veut connaître doit être un. Donc, l'humilité précède la connaissance. Donc, il faut forcément être humble, parce que c'est pas facile de se retrouver avec des personnes un peu plus moins âgées que toi, où ils seront obligés de te tutoyer, puisque tu seras obligé, on ne veut pas que vous voyez. Donc, j'étais plus dans ce lycée où je me perfectionnais avec la tour, la faiseuse, la perceuse, donc un peu plus du côté du tournage. Après, lorsque j'étais en 87e année, je fréquentais plus les ateliers de fabrication où j'étais plus du côté de la fabrication. Donc, c'était pas, là, ce n'était plus pour apprendre, mais c'était pour mettre quelque chose en œuvre. Oui, un peu ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé. C'est que quand j'ai fini, j'ai fait 2 ou 3 mois où j'ai travaillé dans un atelier et je me suis lancée pour l'année. Donc, vous n'avez pas travaillé pour quelqu'un, comme on dit? Bon, j'ai pas travaillé pendant des années, peut-être. Vous avez travaillé pendant 3 mois simplement. Vous avez dit à votre vision qui était calée. Ma vision était déjà calée, donc c'était un peu ça. Ma vision était déjà calée, donc je voulais apprendre un peu de temps, le temps de m'organiser. Donc pendant ces 3 mois, j'ai organisé déjà comment j'allais pouvoir m'en sortir. Donc ma vision était déjà calée. Comme on le dit, il ne faut pas attendre d'avoir le diplôme et chercher son plan. Il faut déjà, lorsque vous êtes sur les bancs, si je veux travailler, alors mettre les pions au niveau des entreprises. Dès que vous puissiez être, si vous voulez ouvrir, alors commencez par préparer un peu. Mais n'attendez pas quand le diplôme. Ça, c'est une erreur que beaucoup de jeunes font. On attend, c'est quand on a le diplôme en main, si je vais faire le temps que jouer en votre défaveur. Donc, vous conseillez, si quelqu'un veut travailler pour quelqu'un, pour des entreprises, déjà au cours de sa formation, que ce soit lors des stages, il est déjà ils des relations, tout déjà. Ça. Et ceux-là, déjà aussi, ils ont aussi leur connaissance, donc ils peuvent déjà parler, je peux déjà un prochain, si. Pour que déjà, dès la fin du cursus, qu'ils soient en activité, parce que rester à la maison, ça n'arrange pas au fait la personne. Il risque de désapprendre et certains fléaux commencent à venir. On a vu, on va pas les citer ici, mais on sait que quelqu'un peut être très brillant, juste le fait qu'il est resté à la maison 1 mois, 3 mois, 6 mois, il peut rentrer dans d'autres soucis. Oui. D'accord. Et parlez-nous de comment vous avez démarré l'entreprise Sénus. Vous avez représenté Sénus Bénin, ce que vous faites. Et si on vous contacte aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme activité de service? Et après, vous allez parler de comment vous avez commencé vraiment les D'accord. Sénus Bénin, comme je l'ai dit, c'est un centre d'usinage de soudure. Nous sommes spécialisés dans l'innovation métallique, c'est-à-dire les constructions métalliques, les cuves métalliques et les grilles de sécurité, les portes volantes, tout ça. Ça, c'est le côté métallique. Le côté des équipements, nous sommes plus dans 2 domaines, l'agroalimentaire et le BTP. Nous sommes plus spécialisés dans les 2 domaines. Les machines agroalimentaires, c'est-à-dire les presses, les décortiqueuses, les pasteurisateurs, donc tout ce qui concerne la transformation agroalimentaire. Donc, quand quelqu'un a un projet d'ouvrir une petite usine de transformation agroalimentaire, il vient nous voir, vous concevez des machines pour vous fabriquer en même temps. Oui, les machines peuvent être motorisées, manuelles ou automatiques. Ça dépend du niveau de l'usine. Si c'est une petite entreprise, il peut souscrire à l'option manuelle. Si c'est une entreprise moyenne, il peut souscrire à l'option motorisée. Si c'est une grosse entreprise, il peut souscrire à l'option automatique. C'est ça, on parle d'automatique programmable. Pas forcément. C'est une branche, mais ça ne veut pas dire qu'on dit automatique en même temps, c'est programmable. L'automatique veut dire, par exemple, j'appuie sur le bouton, je n'ai pas, par exemple, si c'est pour couper de l'oignon, manuel, c'est que je mets l'oignon là, il y a un bras de levier, ça c'est manuel.
électrique, c'est que je peux mettre l'oignon là, j'appuie un bouton et le moteur tourne, pas une presse, il y a un moteur électrique, on appuie seulement, on voit le jus. Oui. Ou bien si c'est à carburant, c'est-à-dire l'essence ou le diesel, les moteurs combustibles. Alors que l'automatique, c'est plus que ça, c'est plus rapide. C'est-à-dire, si c'est une machine automatique, vous n'aviez pas, l'action humaine est réduite. C'est comme ce qu'on voit dans les grandes usines où, par exemple, pour fabriquer du jus, on met juste un petit tube dedans. Ça, c'est une chaîne. Une chaîne, ok. Mais c'est pas que ça, la machine automatique. Okay. La machine automatique, comme je l'ai expliqué, vous appuyez un bouton et vous n'avez plus à actionner encore un autre bouton avant d'avoir votre produit fini. Donc, dès que vous faites une seule fois, vous avez mis en place pour qu'à la fin, vous comptez sur le produit. C'est ça. Donc, l'automatique, on ne peut pas faire l'automatique sans le côté motorisé. Oui. C'est accompagné. Donc, si une entreprise, si quelqu'un a un projet, ouvrir une petite usine ou une grande usine, on veut vous voir, vous ferez tout. Tout ce qui concerne l'équipement. On fait d'abord l'accompagnement, c'est-à-dire on a un bureau d'études où on va d'abord dimensionner et faire le prototypage dans les logiciels de conception et après maintenant passer à la phase de la fabrication. Okay, donc le client, vous lui montrez voici ce qu'on peut faire, voici en fonction de son besoin, vous peaufinez tout ça. C'est ça. Et vous fabriquez maintenant. C'est ça. Donc c'est ça ce que nous fait. C'est ça. D'accord. Maintenant on a un produit MAC, c'est-à-dire les boîtes de son venus que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. Donc, après cela aussi, nous sommes dans les machines, les bétonnières, tout ça. Et on fabrique aussi les moules, mais de façon pro. L'autre côté aussi, c'est que tout ce qu'on peut utiliser sur un chantier, c'est-à-dire les pelles, les cuillères, tout, nous offrons à nos clients aussi une conception durable, c'est-à-dire on peut tout vous fabriquer nous-mêmes. Donc, c'est les plus durable. Vous connaissez les cuillères, après on utilise un mois, ça se gâte. Les pelles, maçons, tout ça. Nous, on peut tout faire localement ici. Sous demande des clients. Donc, vous-même, vous fabriquez les bétonnières. Nous-mêmes, on fabrique les bétonnières. La cuve, vous fabriquez la cuve, tout. Et on est aussi dans l'outillage. C'est-à-dire, on fabrique nous-mêmes les pelles, les truelles, tout ce qu'on a, les petits, même les seaux, on fabrique aussi. Ah bon? Ok, d'accord. C'est clair maintenant que c'est à peu près ce que Service vient de faire. Mais comment vous avez commencé? Bon, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec un petit budget dès le début et j'ai commencé seule. Après, j'ai eu à engager du personnel avec des apprenants. C'était pas facile dès le début parce que lorsque tu commences comme ça, déjà encore en tant que femme, le défi est le détail, le défi est double parce que vraiment, on dirait que tu dois montrer d'abord que tu peux. En tant que femme, on n'a pas rapidement confiance. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, en tant que jeune entreprise, on n'a pas encore assez d'expérience. Donc ça, c'est aussi un second défi. Que vous avez pu surrelever. Oui, qu'on a pu surrelever. D'accord. Maintenant, bon, on est en 2018. Oui. Vous avez commencé. Aujourd'hui, maintenant, votre usine, votre atelier est plus grand. Ce n'est pas dans une petite boutique. Comment vous avez pu développer ça? Je sais que c'est ensuite aujourd'hui, vous avez combien d'employés permanents et de façon occasionnelle? Nous avons 3 employés permanents et de façon occasionnelle. Et les difficultés, je dirais, c'est et 30 de façon temporaire. De façon occasionnelle. Oui. Vous avez 30, vous avez 30 de façon temporaire. Comment? Si vous avez un projet, oui, c'est ça. Vous appelez, oui. Vous avez 30 personnes qui travaillent avec vous. Oui, ils sont déjà formés sur la politique de l'entreprise, sur la qualité, notre manière de fabriquer, tout ça. Donc, c'est les gens qui ont reçu cette formation déjà et qui sont habilités à travailler sur le produit. Wow. C'est bien ça. Ok, maintenant, comment
vous avez su développer ça, vous avez commencé petit à petit. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face, souvent dans vos femmes? Parce qu'on ne va pas parler d'être sexiste, mais c'est une réalité. Dans l'Afrique ici, une femme qui évolue dans un domaine assez, on va dire, manuel, c'est la soudure, on va dire, c'est manuel. Une femme qui est dedans, quelqu'un ne va pas avoir confiance rapidement, les employés qui vont avoir certains propos. Comment vous avez su asseoir votre autorité? Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas du genre à faire beaucoup de bruit. Comme je suis dans un métier d'homme, je pense que je tiens à mon aspect féminin. Donc, je ne suis pas du genre à faire, je suis là, c'est moi qui suis là, c'est moi qui fais ci, qui fais ça, non. J'essaie juste d'être performante dans ce que je fais. Parce que c'est ce qu'il faut. Quand quelqu'un doute de toi, tu n'as pas besoin d'aller l'affronter, d'aller au front avec lui. Reste tranquille et montre-lui par tes yeux que tu vaux la peine. Donc, c'est moi ma stratégie. Donc, je n'ai pas peur de montrer ce que je suis. J'essaye tout juste tous les jours de me perfectionner, de m'améliorer, d'offrir un meilleur service à nos clients et de vraiment tenir compte du service après-vente, c'est-à-dire des critiques des clients. Parce que c'est ça qui fait développer pour faire une structure, une entreprise. Aussi, en tant que entrepreneur, en tant que femme dans ce domaine, il est les difficultés que vous aurez, à part peut-être l'accès au marché et le pessimisme des clients, c'est-à-dire ne pas confiance en une femme, je pense que tout le reste, c'est dans le général. Dans le général. Et bon, ça, c'est ça, je vais dire que c'est lié au fait que c'est un domaine et non traditionnel pour les femmes. C'est même dans un domaine traditionnel pour les femmes, c'est toujours difficile pour les femmes d'être dans les milieux parce que nous savons tous qu'il y a l'harcèlement sexuel, il y a et le pouvoir que les hommes veulent occuper sur les femmes et l'autre phénomène où on veut avoir quelque chose de la femme avant de lui donner. Mais je pense que tous ces paramètres ne sont pas trop importants du moment que la fille, je vais commencer par la fille, elle est bien éduquée, elle sait se chercher. Ça commence déjà dès les temps. Celle qui a déjà affronté toutes ces étapes, je pense qu'elle sait déjà ce qu'elle cherche. Sinon, elle serait déjà enceinte, tombée enceinte depuis la troisième, la quatrième. Donc, quelqu'un qui a pu traverser toutes ces étapes, je pense qu'elle doit savoir ce qu'elle cherche et elle doit aussi se promouvoir son corps, promouvoir son mari et promouvoir la famille dans laquelle elle est née. Parce que si on te dit, je vais te donner un chantier de 20 millions, je dois coucher avec toi et tu le fais. Premièrement, tu diminues la chance de toutes les filles qui sont derrière toi. Il ne faut pas promouvoir la femme, il faut promouvoir la compétence. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a tellement d'associations. Et moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui font ça juste pour l'argent. Les activistes féministes aussi, ou des gens qui n'ont aucune histoire. Toi, tu es dans une bonne famille, et toi, tu te rebelles, ici. C'est des choses pour le travail. Donc, il faut promouvoir la compétence des femmes. Donc, ces femmes, soit des gens féministes, plutôt que de promouvoir ouais, la femme, fait en sorte que les femmes prennent conscience d'elles-mêmes, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont capables de faire ci et ça. Et vous avez su faire ça. Parce qu'aujourd'hui, grâce à votre entreprise, vous avez aussi plusieurs prix. Pas parce que vous êtes une femme, mais parce que votre entreprise a su avoir cette qualité. Pouvez-vous donner les prix que vous avez reçus, les années, dans quelle occasion vous avez eu ces prix? Déjà, j'ai eu le prix de femme leader, Femme leader. femme leader de demain, et organisé par le quelle année? en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus, mais comme c'est 2019. Après, j'ai eu le prix CCI Bénin, CCI Bénin, ah oui? CCI Bénin, et le prix de développement technologique de la Jeune Chambre de commerce aussi. J'ai aussi pris le prix de Trophée Yon Tossi.
Oui, aussi. Ça, c'est pour la détermination, la bravoure. Après ça, j'ai eu aussi récemment le trophée Amazon de foot. Bonjour, monsieur. Ces prix-là, c'était en quelle année? Pardon, c'est une Bénin, c'était C'était 2020. 2020. C'était dans quelle occasion? C'était dans l'occasion pour voir les startups béninois, voir un peu leur croissance et accélération. Donc, Ok. c'est dans ce cadre-là. Que vous avez Oui, été primé. oui, l'entreprise. Ok, oui, l'entreprise. Vous êtes l'intelligence, Oui, c'est vous. Ok, et c'est où à c'est, Jeune voilà. oui, la DCI, c'était un appel, je pense. On a été promu dans la catégorie développement technologique. Ils vous appellent directement. Oui, c'était un appel. Donc, ils ont remarqué sûrement. Non, un appel d'offres. Un appel de communication. Ok, Oui. d'accord, d'accord. On a solutionné. Donc, c'est Et une façon. oui, D'accord, d'accord. après, en 2022, on a eu le trophée Young aussi. Oui, aussi. Oui, Ça, c'était avec pourquoi? la reine de la Boumé, je pense. Ok. Et certaines femmes leaders aussi. Je pense qu'il y avait la directrice, la chambre de commerce aussi, il y avait beaucoup de femmes quand même. On était 6, je pense. Oh, On était 6. Après cela, il y a eu le trophée Amazon du Sud, ça, qui c'était en a quelle été année? récemment, en 2023. Oui, voilà, d'accord. Et ça, c'est pour primer les femmes qui ont de la soudure. Non, c'est pour aimer les femmes en général qui excellent. Donc, moi, j'ai eu le trophée Amazon du Sud parce qu'elles ont vu plutôt plus les initiatives des femmes, ce que j'ai beaucoup aimé. Et elles ont vu que dans ce domaine, j'excellais beaucoup. Donc, au fait, les trophées étaient par domaine Ok. pour les femmes. Il y avait le domaine du droit, il y avait la soudure, il y avait les médias. Donc, on prend un domaine et on voit. Ça, c'était tranquille et on prend un domaine et on voit la femme qui essaie plus dans le pays. Dans le pays. Ok, d'accord, d'accord. Oh, c'est bien. Félicitations encore. Merci. Ok. Et tous ces prix, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ces prix, vous vous dites, oui, on avance. Oui, S'attarder au prix, les prix, je pense que c'est du réconfort. C'est comme tu avances, tu as faim, tu t'assois, tu manges bien tu continues. et tu continues ta route. Je pense que c'est comme ça, moi, je vois un peu les choses. C'est-à-dire, je suis en train d'aller, je suis en chemin, je me suis essoufflée, quelqu'un m'a donné de l'eau à boire, j'ai bu, je continue mon chemin. Donc, les prix, ce n'est pas des fins en soi. Oui. C'est pas pour dire je suis bonne, je suis meilleure. Non. C'est juste pour te dire, fais une pause. On veut t'encourager, te féliciter. Mais si tu finis, tu dois encore reprendre, continuer le chemin. Encore plus. Tu peux être encore plus meilleur. C'est un peu ça. Et est-ce que grâce à ces prix que vous avez reçus, vous pensez que des prospects sont venus à vous à travers ces cérémonies qu'on organise? Oui, j'ai eu des prospects à travers cela et j'en remercie les organisateurs aussi qui ont eu confiance en moi et aux œuvres de l'entreprise, aux œuvres de Sinis Bénin. Donc, c'est toujours, je pense que, comme je l'ai dit, c'est la compétence, le savoir-faire, le savoir-être. Et tout ça, parce que beaucoup de ces trophées m'ont été décernés, ce n'était pas des compétitions. Donc, les gens font des recherches sur vous, voir la qualité de votre travail, vont voir vos savoir-être. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, nous ne l'aurons pas. Il y aura toujours des clients qui sont comme des lions enragés. Mais l'important pour une entreprise, c'est de satisfaire au moins à 90%, je pense. Les 10% peuvent ne pas être satisfaits, mais il faut au moins faire à 90% pour que ceux-là puissent être fiers d'avoir contribué un peu au développement de cette structure. Ok. Aujourd'hui,
comment vous voyez l'environnement de Maria, ou bien surtout pour les secteurs de la construction métallique? Bon, disons le BDP et la construction métallique. Où on peut l'innovation? Vous voyez, si je parle, on dira que c'est parce que je suis dans le domaine. Mais en étant aussi dans la construction mécanique, c'est aussi le BTP, hein. Seulement que je ne sois pas du côté du génie civil. Parce qu'on va dire. C'est un domaine où nous avons presque les mêmes réalités et les acteurs souffrent beaucoup. C'est pour ça que ici, je parle, on dira que c'est pas juste du domaine, non. C'est pas juste du domaine que je maîtrise les réalités. C'est un domaine où on n'a presque jamais la satisfaction de la vie. Demandez-moi pourquoi il dit ça. On n'a presque jamais la satisfaction du client. Satisfaction du client. Du client. Pourquoi? Un couturier veut coiffer facilement satisfaire son client. Ce qui n'est pas le cas du BTP. C'est rare, il va y avoir quelqu'un qui a fini de construire avec une entreprise BTP, va encore le recommander. Et va encore l'appeler pour un deuxième chantier. Ah bon? C'est rare. Je vous explique. Parce que c'est un domaine vraiment vaste où le client ne maîtrise pas trop tous les contours et les difficultés du domaine. Il ne voit que l'argent qu'il a dépensé pour faire. Et c'est aussi dans notre environnement béninois, les clients ne maîtrisent pas trop un peu, comment je vais dire, la réalité de la construction. Pour eux, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs qualités au fait. Le client, vous faites un devis au client, vous dites, bon, là, il fait tout pour à 10 millions. Il commence par 6 millions, 7 millions. Mais les 1 million, comment lever là? On peut trouver ça où? Non, lui pense que c'est ça votre bénéfice, donc c'est pas. Non, mais c'est le bénéfice. Celui qui n'est pas bien rassasié va bien faire le travail. Si vous êtes bien rassasié avant de faire votre travail, la preuve, lorsque vous payez bien pour un travail, la main dont vous le ferez sera différente si c'est qu'on vous paye mal. En tout cas, c'est un petit constat, j'ai fait. Je ne sais pas si c'est une publicité des artistes, par exemple. Les concerts où on paye 100 000 à l'entrée pour voir les concerts privés où les entrées sont à 100 000. Je ne sais pas si vous avez constaté. Les artistes chantent, ils transpirent, chantent. Mais les concerts de 5 000, 10 000 là, l'artiste chante un peu, il remet le micro. Il se gêne pas trop. Vous êtes là. Vous êtes là. Donc, c'est pour dire, lorsqu'on vous paye bien, vous faites du travail. Donc, les clients doivent arrêter de trop réduire aussi les prix. Parce que ça met au fait les entrepreneurs dans des problèmes. Donc, inconsciemment, consciemment, ils se trouvent dans un dilemme où ils n'arrivent pas, ils ne savent plus comment faire pour réellement satisfaire les besoins. Vous voyez, donc c'est un peu la situation qui prévaut et qui rend un peu compliqué le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de la construction. Que ça soit métallique ou dans le bâtiment. Et les clients doivent réellement essayer de se mettre à la place du fabricant et ne pas se dire qu'il est là pour m'arnaquer. Non, il n'est pas là pour vous arnaquer. Discutez avec lui de la qualité. Et quand il vous dit par exemple 100 000, vous pouvez dire 80 000. Là, bon, je pense que c'est raisonnable. 90 000. Mais on dit 100 000, on dit 40 000. Finalement, il aura payé une mauvaise qualité. On dira qu'il n'a pas bien fait son travail. Mais quand même, celui qui a son diplôme, on ne peut pas dire qu'il n'a pas vu, il ne connaît pas les diplômes. Donc, je pense aussi que tout ça là, ça rentre en compte pour la qualité et qu'on doit réellement penser. Et est-ce que vous travaillez avec des entreprises? Oui. Voilà. Le fait que vous travaillez avec l'entreprise, est-ce que les entreprises comprennent ce côté dont vous parlez? Avec les entreprises, c'est beaucoup mieux. Pour ne pas y c'est très mieux. Mais vous êtes dans la construction métallique. Je pense que la plupart de vos clients seront des entreprises. Oui. Bon, la plupart sont des clients et sont des entreprises, mais il y a aussi des privés. Par exemple, quelqu'un qui a sa maison, il veut qu'on lui fasse tout ce qui est métallique dedans. Puisque la maison, c'est pas que le bâtiment. Oui. Donc, on peut faire les rampes, on peut faire les portails, on peut faire des grilles de sécurité. Bon, ça, c'est le côté métallique. Côté des charpentes, bon, il y a des clients aussi qui commandent des charpentes. Métalliques? Oui, métalliques, mais ce ne sont pas beaucoup. Il y a des clients. Souvent, c'est les entreprises. Donc, les entreprises, c'est bien. La seule chose qui embête au niveau des entreprises, c'est ceux qui sont là pour vous donner le marché. Parce que la personne dit, je vais prendre 20%. 20%, oui. Comme moi, je vais payer 20%.
Même 10% aussi, c'est trop. Parce que finir le travail, c'est pas facile, hein. Gérer la matière première, les ouvriers, le personnel, tout ce qui va avec. Et quand on finit souvent, c'est pas facile de trouver pour soi, hein. Et dans ça encore là, eux ne prennent pas sur le bénéfice, hein. Ils vont prendre sur le chiffre d'affaires. sur le chiffre d'affaires. Et ça là, moi j'ai dit 10% de c'est trop. 5% c'est raisonnable. La plupart des grosses entreprises doivent à leur personnel. Est-ce que c'est le cas chez vous? Merci. Je pense que quand on parle de grosse entreprise là, il y a une nuance qu'il faut comprendre là. N'allez pas vous jeter quelque part parce que vous voyez qu'une entreprise est grosse. Peut-être elle est grosse parce qu'elle a eu déjà piétiné sur les gens. Mais regarde, faites des recherches. Moi, c'est mon conseil. En tant qu'expert de Bénin, faites des recherches pour voir si c'est une entreprise sérieuse. On peut faire une nuance au Bénin ici. Ce qui fait qu'on dit, quelqu'un qui n'a rien, il vient seulement en fait, on croit qu'il a quelque chose. Alors quelqu'un qui a quelque chose peut venir simplement. Donc, on dit la Bible ne fait pas le moine. Donc, il faudrait faire des recherches sur cette entreprise et être sûr que c'est une entreprise sérieuse qui paye. Vous pouvez aller voir, peut-être, s'il y a eu, peut-être appeler les gens pour dire que, être sûr, je fais des recherches, des enquêtes pour voir, Avec des gens travailler, et vous êtes sûr que c'est des entreprises qui payent. Sinon, moi, je ne travaille qu'avec des entreprises sérieuses. Pas avec des grosses entreprises. Moi, mais je viens travailler avec des grosses entreprises, je ne vais pas dire leur nom. Parce que là, vous êtes tournés, mais qui ne m'ont pas payé. Donc, c'est pour ça qu'il dit, n'utilisons pas grosse, disons sérieuse. Par exemple, moi, je ne vais pas me mettre dans grosse entreprise, mais je n'ai jamais eu de tête envers prestataire. Je n'ai jamais, je peux dire jamais avec un. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise est grosse, regardez le sérieux, et la personne passe un bon de commande par la bouche, parce que c'est ce qui va vous protéger, c'est le bon de commande. Une entreprise vous fait le bon de commande, elle va besoin d'être une grosse entreprise. Mais même parce que vous faites un bon de commande, il suffit juste que vous mettez référence tout, et que vous faites le bon de commande, avec ça, vous pouvez aller le faire justice. Oui. Donc, il faut voir la moralité de l'entreprise. Ou c'est une personne qui dit sa moralité. Il ne faut pas voir parce qu'il a un gros véhicule, il a un véhicule, ou bien il a quoi pour mettre tout ça, ou bien il a une grosse maison. Et souvent, c'est ce qu'on entend des collègues. Oui. Ah, et les gens, tout à fait, quand on voit si, ah, il y a rien de quoi. Oui, et on se met dans ça. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont des clients qui ne sont pas payés. Et quand on entend pourquoi, ils disent, ah, et moi, pour beaucoup d'accord, alors que, donc, c'est pas parce que quelqu'un est venu avec un gros véhicule, il a forcément l'argent. Souvent, ceux qui sont avec les gros véhicules, je suis dans le cas, on n'a pas souvent trop d'argent. Parce que là, il y a trop de charges. Il y a trop de charges. Donc, ne regardez pas gros véhicule, grosse maison. Non, regardez la personnalité de la personne. Quelqu'un peut venir avec sa petite moto et vous dire, même sans bon de commande, faites, je vais vous payer. Et il va payer. Je pense que la moralité. La moralité. Et les enquêtes, faire des enquêtes pour être sûr à celui-ci, chercher des personnes qui le connaissent et aller vers lui. Et avoir un moyen de faire de répression. Ne travaillez pas avec quelqu'un où c'est pour la première fois que vous le voyez. C'est pas bon. Si c'est pour la première fois, alors faites réellement des enquêtes. Et soyez sûr que vos sources sont fiables. Et vous pouvez vous en tenir. Ok. Toujours dans le plan de financement. Moi, vous trouvez dans le développement des financements business. Je prends un exemple, on est dans le BTP. Il y a des clients qui peuvent dire, le projet, tu le confies. En fait, pour le projet qu'il faut, tu exécutes sur fonds propres. Tel auteur, il live to pay. Est-ce que vous avez vu souvent si c'est bien? Ça existe même chez nous aussi. Ça existe. Mais comme je l'ai dit, il faut que côté juridiquement, les formalités soient faites. C'est-à-dire, on ne fait pas un travail sans bon de commande. Moi, je suis très stricte là-dessus. Vous pouvez me parler n'importe comment, sans bon de commande, je ne fais pas. C'est le bon de commande qui garantit. Oui, c'est ça pour moi, mon argent, en fait. Moi, sans bon de commande, je ne fais pas un travail. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est, comme je l'ai dit précédemment, il y a la moralité. La moralité. Et ne disons plus correct, mais disons la moralité de la personne. Vous voyez.
Donc, si la personne est de bonne moralité et a une entreprise sérieuse, qui a une image qui sait la conserver, ils vont pas. Il y a des entreprises qui sont grosses et ils savent que même si vous allez les convoquer, eux, ils vont tailler. Mais il y a des entreprises qui sont grosses, mais qui sont sérieuses. Donc, ne cherchons pas grosses, cherchons juste sérieuses. Donc, pour faire le prêt là, le financement, il faut faire à un moment donné. C'est risqué. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un ne fait pas, je ne dirais pas à quelqu'un ne fait. Il faut voir le contexte dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est une personne, si c'est une personne physique, est-ce que la personne là est sérieuse? Si la personne peut réellement honorer son engagement. La personne aussi peut être sérieuse et avoir un compromis finalement. Des fois, vous payez, ou bien vous prenez quelque chose sur un ami, vous dites, et dans 2 semaines, je vais te payer parce que vous comptez sur une chose. Maintenant, si la personne sur qui vous comptez, ou bien le virement sur qui vous comptez ne vient pas, vous allez devoir à la nuit. donc vous allez devenir faux devant la nuit. Ou bien, celui qui vous a promis lui-même, on lui a soulevé le faux. En fait, c'est notre réalité. Voilà. C'est ce qui se passe. Vous êtes de bonne moralité, vous êtes sérieux, mais vous comptez sur quelque chose. Vous ne fabriquez pas l'argent. Vous avez des sources de revenus. Moi, mais ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai pris les engagements parce que je savais que les grosses entreprises allaient me payer, ils m'ont pas payé. Donc, c'est pour dire, c'est un couteau à double tranchant. Il faut prier. Il faut prier parce que souvent, quand on prend les marchés comme ça, il y a ton moi qui te passe. Moi, très souvent, tout ce que j'ai eu à exécuter comme marché, qui a eu des problèmes, j'ai toujours senti dès le début. Ah bon? Oui, Bon, il y a le moi. c'est l'intuition Non, c'est pour ça qu'il faut prier. Ok. Il faut prier. Chaque fois que vous avez un marché, il faut, quelle que soit votre religion, il ne faut pas imposer une religion. Allez vers la religion là. Priez, demandez à Dieu de vous éclairer. Vous éclairer. Et si ce n'est pas un bon là, si quelque chose puisse rentrer et annuler dès le début. Pour ne pas que vous. Parce que ce n'est pas une formule exacte. On ne peut pas dire de faire pas de faire. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Du moment qu'on cherche l'argent, c'est pour ça qu'on a fait une entreprise. Donc ça peut marcher, ça peut pas marcher. Je pense que ce qui nous dépasse de l'être humain, il faut confier ça à la providence divine. Parce qu'aucun être humain ne peut te donner une garantie à 100%. Que même s'il dit qu'il va payer, il peut avoir des problèmes. Donc je pense que c'est des risques du métier. On peut placer ça dans les risques du métier. D'accord. Ok. Et est-ce que vous faites, je vais pas dire ce que vous faites, comment vous trouvez le financement des projets par les banques? Est-ce que les banques financent vraiment les projets? Je dis que les banques, si tu es une entreprise, tu dois avoir un compte chez eux, avoir de l'activité sur le compte. Parce qu'il y a un bon de commande, on peut te faire des prêts pour le projet. Comment ça se passe à votre niveau, bien, comment vous voyez se passer? Les banques, c'est des institutions intelligentes et malines. Donc, ils ne font qu'affaire avec des gros morceaux. Donc, je lui ai dit que ils peuvent facilement vous faire un prêt. Vous pouvez commencer aujourd'hui, lancer le projet et avoir demain. S'ils savent que dans votre compte là, c'est des grosses transactions qui viennent. Donc, vous voyez. Et quand ils voient que dans le compte, il y a pratiquement rien, ils ne vont pas avoir confiance en vous. Donc, je pense que, avant d'aller à ces endroits, il faut être bien assis. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Ils font des financements où après ça tourne mal. Des gros financements, ça tourne mal. Donc, c'est pour dire, il y a un risque. Il y a un risque. Dans tout ce qui est argent là, c'est pas sûr à 100%. Parce que même quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des transactions de 50 100 millions, il peut chuter. Et on l'a vu aussi plusieurs fois. Mais je pense que les entreprises ne font pas confiance aux petites entreprises. C'est des entreprises qui ont des reins solides déjà. Et même se mettre des galons. C'est normal parce que l'argent aussi, ça ne les appartient pas. C'est un système. Donc, je pense que chacun doit pouvoir voir de son côté comment il peut faire. Ça peut être aussi des partenaires privés. Parce que nous avons tous dans notre milieu des gens qui sont bien aidés et à qui vous pouvez dire, bon, j'ai fait marcher, voici l'ordre, tu peux me faire des prêts, ça peut marcher. Je pense qu'il y a aussi des salariés qui sont bien payés, qui ont de l'argent dans le compte et tout ce qu'ils appellent, c'est construit. Vous pouvez parler avec lui. Déjà, il connaît votre maison, peut-être votre femme, vos enfants. Il voit que bon, vous ne le pas. Et il sait déjà que vous avez une expérience dans le domaine. Donc, n'allons pas toujours dans les banques. Je pense que c'est ça qui freine un peu aussi les choses, qui bloque. Même votre frère peut être votre bailleur. Votre mari, votre femme peut être votre bailleur. Et on peut s'entendre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des fonds de l'État.
Alors, la femme n'a pas beaucoup de charges. Donc là, souvent, beaucoup d'argent dans le compte. Toi, tu es un entrepreneur, tu peux dire, prête-moi 500 000, je vais financer un projet. À la fin, on va vous payer, je te rembourse. C'est tout. Ok. Ok. Donc, pas forcément aller vers les banques. Je pense qu'il ne faut pas forcément dire la banque, la banque. La banque cherche à traiter avec ceux qui ont des renseignements. Et ceux avec qui ils ont plus de garantie. Et Ok. ils ont raison. Ouais. On ne peut pas dire que Même vous, même si vous voulez faire un prêt à quelqu'un, je vais m'assurer que j'aurai mon argent plus d'intérêt. Ok. Et comment vous gérez l'argent d'entreprise, de votre argent? Comment vous arrivez à séparer l'argent d'entreprise de votre argent personnel? Ou bien, selon vous, c'est vous la fondatrice, la directrice générale, quand l'argent tombe, vous payez ce que vous devez payer, le reste là, ça va pour votre poche. non, du tout pas. Moi, je suis très rigoureuse. Très, très rigoureuse. Je peux avoir l'argent là et mourir de faim. Quand je dis que c'est destiné à quelque chose là, ah non. Moi, même mon entourage me connaît. Pourquoi être rigoureux quand on est entrepreneur? Parce que le compte de l'entreprise n'est pas votre compte. Si vous prenez le compte d'entreprise, vous réglez tous les problèmes que vous avez. Parce que l'entreprise aura des problèmes, vous ferez comment? Alors que c'était destiné à l'entreprise. L'entreprise aussi a son compte, à sa vie financière. Vous avez vos problèmes. Si mon enfant est malade, ce n'est pas le problème de l'entreprise. Vous êtes d'accord avec moi? Si ma belle-mère est morte, je dois faire un paiement, ce n'est pas le problème de l'entreprise. Mais pourquoi aller décaisser dans le fond de l'entreprise? Donc, quand vous avez des employés, que vous pensez que l'entreprise va vers une zone rouge, vous mieux s'en séparer. Mais il y a des entrepreneurs qui disent que eux, ça arrive. Mais déjà, à cause de la relation qu'ils ont déjà avec les salariés, les employés, même quand ça ne va pas, ils préfèrent rester. Parce qu'ils se disent, s'ils quittent l'entreprise maintenant, ils sont libres de gérer leur travail, ils ne savent pas ce que je parle de l'autre côté. Donc, ils préfèrent rester avec lui. Et quand ça va, on peut les comprendre. Comme on l'a dit, c'est pas que en même temps, si vous n'avez pas le marché aujourd'hui, vous on paye. C'est pas ça. L'entreprise a un compte. Donc, vous n'avez pas, si vous savez que vous avez 300 millions de compte et vous devez payer les salaires. Vous n'avez pas enlevé, comme tous les 300 000 payer les salaires. Vous laissez venir ces 50 000. Vous pouvez même toucher le fonds de roulement. Donc, je pense que quand je suis en train de dire, merci un an. Et si vous faites un an, vous n'avez pas de projet. Donc, ce n'est pas automatiquement. Si l'entreprise se gère bien, mais qu'il a une prestation, un travail qui paye, ce n'est pas tout l'argent que le bébé va prendre pour aller boire. Il doit mettre tout ça là, faire tous ces partages-là, prévoir le futur si ça ne va pas tout. Et il doit se donner un petit pourcentage de mange. Et il arrive à se donner à ses propres besoins aussi. Donc, dans le pire des cas, jusqu'à un an, ça ne va pas. Nous-mêmes, on va réduire avant qu'il puisse prendre tout. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle plusieurs produits, il y a les produits techniques. Les produits techniques Qui sont fréquents dans notre domaine. Donc, si il dit à ses employés, je peux vous payer, le travail aussi ne se fait, ça ne coupe pas les rues. Ça apprend aussi du temps. Donc, même s'il ne veut pas respecter ce produit technique et il veut trouver un autre emploi, c'est qu'on ne va pas les refuser. Je pense que le mieux, c'est de ne pas les dire en même temps, je vous renvoie. Vous comprenez? Parce qu'il peut prendre la décision aujourd'hui, demain avoir un marché. Parce que ça, le but, c'est de les parler en termes de produits techniques. Eux-mêmes, ils sont là, ils voient. Tu as dit, viens au boulot, tu fais rien. Pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous voyez? Donc, eux-mêmes, déjà, mais c'est eux-mêmes qui veulent vous dire, comme ça ne va pas, comment faire. Donc, je pense que c'est des décisions sages. Et dès que ça vient, quand on n'est pas dans la situation d'après, mais quand on est dedans, c'est free, c'est pas. Eux-mêmes, lui-même saura, lui-même n'est pas avec, il n'est pas con. Il voit qu'on ne travaille plus. Donc, lui-même doit comprendre ce qui se passe. Maintenant, à vous de lui dire non, c'est pas que vous le renvoyez. Mais dès qu'il y aura. Et lors du conseil technique, c'est genre, ça vous dit, on prend une pause, je ne te paye pas, mais dès que c'est bon, je fais appel. C'est ça. D'accord. Mais on voit des cas, surtout pour des projets de construction, avec des routes. Il y a des cas où, à un moment donné, les salariés, les employés sont là, mais ils ne les salaires. Malgré qu'ils sont au boulot, ils vont travailler tous les jours.
Je n'ai pas compris. Ok, je prends l'exemple. J'ai un ami qui est au niveau du pays de Berlin. Voilà. Et il me dit que, au bout de l'année 2023, par exemple, ils l'ont tué, c'est ça le mot. C'est-à-dire, il y a eu plus de 4 mois de salaire qu'on n'a pas payé. Alors que l'entreprise fonctionne. Alors que tous les autres qui travaillent, ils travaillent avec une entreprise qui a sous-traité avec PNAG. Voilà. Donc, tous les jours, ils sont au boulot, tous les jours. Et les matériaux viennent sur Et son qu'est-ce qu'ils magasin. disent? Voilà. Il dit que le comptable nous leur dit que l'argent n'est pas encore là. Ou bien on peut les payer aujourd'hui maintenant, et le mois prochain, on ne les paye pas. On attend 5 mois après, on les va sur 3 mois de salaire. Mais c'est qu'il y a 2 mois de vide là. C'est ça, je reviens toujours à mes propos précédents pour parler de entreprises sérieuses. De la même manière, il y a les individus qui sont sérieux et qui ne sont pas sérieux. De la même manière, il y a les entreprises qui sont sérieuses et qui ne sont pas sérieuses. Là, les entreprises sont divisées par les individus. Donc, il y a deux catégories d'individus, sérieux ou non sérieux. Il y aura deux catégories d'entreprises, sérieux ou non sérieuses. Donc, je pense que si tu travailles quelque part que après un mois, on ne te paye pas, le deuxième mois, on essaie de te donner l'autre mois, on commence à faire 7 jours. Tu dois te poser des questions, on ne sait pas qui tu es ailleurs. Mais si tu vas ailleurs et tu te rends compte que tu as un ami de l'autre côté, il dit que ce que tu vis là, nous aussi on vit ça. Je ne comprends pas. Si tu vas quelque part. Tu vois que oui, tu es dans une entreprise et ça ne marche pas. Et tu veux aller ailleurs. Ouais, dans notre domaine, on se connaît presque tous. Voilà. Et tu te rends compte que tu as un collègue ou bien une personne qui pense qu'elle est dans ton entreprise. Et tu dis franchement que ce que tu vis, lui aussi il vit. Pareil là-bas. Pareil là-bas. Où tu cherches mieux. C'est comme un homme ou une femme qui cherche son compagnon. Oui, sa moitié. Donc, tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas bon. C'est pas parce qu'on dit derrière il y a un village. Parce que celui-là n'est pas bon. Que tu vas dire, ah, je vais rester célibataire. Donc, de la même manière, parce que les entreprises qui l'entourent sont tous dans ce mauvais fonctionnement, c'est la sécurité d'arrêter. Donc, la personne doit pouvoir s'élargir. Ça signifie qu'elle doit pouvoir s'élargir, aller dans d'autres cieux. Vous comprenez? Parce que quelque part, peut-être qu'il ne voit que les offres qui entourent genre, les mêmes types d'offres. Donc, il faut quitter l'état zone de confort et aller vers d'autres sites, vers d'autres, et trouver pourquoi. Donc, il ne faut pas rester là, il faut chercher. Parlons toujours des ressources humaines. Comment vous, à votre niveau, vous arrivez à serrer jusqu'à 34 personnes? Comment vous arrivez à serrer les listes? Et est-ce qu'il y a des situations dont vous pouvez vous dire? La ressource humaine, je pense que c'est vraiment la difficulté de toute entreprise. La ressource humaine. Et c'est vraiment compliqué parce que avant moi, je me disais quand j'étais au collège, je prenais de l'excuse aux personnes de la ressource humaine. Je me disais, ça c'était une métier, ça. Oui. Je trouvais ça tellement difficile. Quand les gens choisissaient la filière, c'est quoi? Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire ça. Je ne peux plus dire ça. Et je peux même orienter mon enfant dans ce domaine. Vous ne faites pas ça? Non, je peux orienter. Je n'ai pas de volonté sur quoi que ce soit. Mais on peut faire des propositions. C'est parce que, au fait, surtout dans notre environnement, là, il n'y a pas de bon personnel. Nous avons un environnement où le Béninois ne prend pas là où il travaille comme pour lui. Il n'est pas sérieux. Le Béninois, en général, n'est pas sérieux. Surtout les sudistes. Moi, je suis sudiste. Je ne suis pas les sudistes. Ce que vous dites là, c'est cliché. Non, c'est pas cliché. Vous connaissez l'étiquette aux gens? Non, on se connaît. Lorsque vous prenez, vous êtes dans une structure là, et vous laissez votre structure à la main de vos employés, ça ne sera pas bien. Si vous revenez, je ne sais pas bien. À moins que c'était un management qui est et là aussi, c'est pas. Qu'est-ce que la fermeture des entreprises, vous pensez? C'est les vols. Les vols. Oui. Le détournement des clients surtout. Très bien. C'est le détournement des clients. Si l'environnement est là, surtout dans le projet béninois, le béninois, est-ce que tu le mets quelque part, il cherche son intérêt personnel.
Je dirais les nordistes sont un peu mieux, mais je dirais que c'est l'environnement qui est comme ça. Chez eux, c'est vrai, les nordistes, je ne sais pas comment eux sont éduqués, c'est vrai. C'est les gens qui sont Si un l'un peu nordiste quelque part, lui, il peut amener d'autres personnes de sa qualité pour travailler dans l'entreprise. oui, c'est ce qui est mauvais. Voilà. Et Ils ont ce comportement, genre, amener ses frères, voilà. Mais il ne va jamais détourner quelqu'un. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez une situation comme ça que vous avez vu? Ah, il y en a plein. Où un employé a volé votre client ou bien. Ah, il y en a plein. Je vais prendre peut-être cet exemple-là. J'avais embauché un collaborateur. Je dirais, il m'a pas volé. Il m'a entraîné à la faillite. Il m'a entraîné à la faillite. Vous avez entraîné la faillite. Tellement il m'a volé, il m'a entraîné à la faillite. Oh. Et je dirais que, comme je l'ai dit, c'est toujours un système de management aussi. Parce que si, en ce moment, si j'étais comme je suis actuellement, je pense qu'il ne fera pas. Parce qu'il y aura la traçabilité, il y a les états financiers, tout ça. Mais combien d'entre vous avez le début pour ça? Il n'y a pas. Donc, il me volait. Et le pire. Il volait l'argent, comme ça. Oui, non, pas comme ça. Il volait lorsque, par exemple, on payait des frais, tout ça. Si tu le commandes le 12, il peut faire que le 10. Ou bien il peut dire à la personne d'augmenter les francs sur le prix. Ça, tout le monde 500. connaît ça. Et imaginez si c'est 15 balles, 20 balles. Et sur chaque matière première, il fera ça. Il augmente le prix. S'il y a des choses à forger et le prix normal c'est 300 par unité, il te dira 500. Et ces 500, il va me dire à moi je vais encaisser les fonds pour le remettre. Donc, je pense que c'est un problème majeur et commun à beaucoup d'entreprises. Et pour pallier à cela, les grosses entreprises ont déjà créé un système, d'avoir un système de management, où par exemple celui qui prend l'argent ne doit pas déclarer que le caissier ne peut être le vendeur pour éviter les fraudes. De la même manière, il doit avoir des systèmes de contrôle. Parce que le dit maintenant, le caissier n'est pas le vendeur, parce que c'est moi qui me remets l'argent. Même les factures. Maintenant, quel système dans ce domaine on peut. À moins que deux personnes s'entendent, ou bien trois personnes s'entendent, mais il y a que trois personnes soient inclus. C'est que. C'est compliqué dans le domaine. À un moment donné, une personne va vendre la messe. C'est ça. C'est compliqué. Par exemple, celui qui va à la comptabilité, il amène les factures, alors que c'est entendu avec le fournisseur d'augmenter les prix. Vous voyez qu'il y a un problème. Peut-être c'est que celui qui cherche le fournisseur peut être une autre personne. Celui qui va faire le paiement peut être une autre personne. Donc, c'est toujours. Oui, souvent, les entreprises, eux, ils sont à l'abri de ces petits problèmes de faillite. Parce que il y a le système est tel seul que celui qui est en amont n'est pas en aval. Voilà. Donc, si tu as c'est toi qui iras avec l'entreprise pour demander un débit. Et que c'est pas toi qui veux venir vous mettre l'argent. Tu n'as pas intérêt à augmenter. Très bien. Tu n'as pas intérêt à augmenter. Donc, si on va prendre un schéma simple, supposons une poissonnerie. Vous en êtes dans la poissonnerie, il y a quelqu'un là où vous faites les choix des poissons. Elle pèse avec vous. Il y a une personne qui vous donne le ticket, le nombre de kilos, du prix sur ça. Vous irez, c'est un truc comme ça. Il y a une caisse, c'est là que vous remettez l'argent, vous donnez une facture. C'est la facture que vous remettez à celui qui vous a donné le ticket. C'est là maintenant que vous donne le poisson. Vous en dit, il ne faut pas ouvrir une entreprise parce que vous avez le capital. Il faut ouvrir une entreprise parce que vous avez le capital plus le fonds de roulement. Ce qui va vous permettre réellement, dès le début, de pouvoir gérer à tous ces là. Là, parce que j'ai l'argent de frigo, j'ai l'argent de payer 3 cartons de poisson, j'ai l'argent de payer d'avance pour la boutique, je mélange dedans. Parce que j'ai les salaires, au moins 6 mois de salaire à l'avance. Il faut penser à tout ça avant de décider. Donc, ça, c'est la gestion des ressources humaines. Parce que, notre domaine, surtout, on n'est pas trop stable. Quand il y a beaucoup de chantiers, soit tu es au bureau, mais dans le chantier, tu vois ce qui se passe. Soit tu es sur les chantiers, mais au bureau, tu vois ce qui se passe. Tu peux être sur les chantiers, puis on va venir prendre des renseignements au bureau, et on peut te faire suivre. Ou bien tu es au bureau,
Et sur les chantiers, on vole les matériaux, on demande le prix des matériaux. Dans ce cas, comment on peut faire? Parce que là maintenant, c'est pas la même chose que le système qu'on a mis en place où il y a des personnes pour encaisser, pour déclarer. Comment on peut, on a beaucoup de chantiers comme ça, comment on peut faire? C'est toujours un système de management, un peu de management, je pense. Quand on n'est pas au bureau, le personnel est là, ou bien, je suppose un client est venu, il a demandé un prix, ou bien. Parce qu'il demande un prix, par exemple, le WhatsApp, moi, par exemple, j'ai tout fait, moi, le WhatsApp de l'entreprise, c'est avec moi. Le numéro de téléphone peut être peut-être avec les autres, mais le WhatsApp, le parler doit être avec moi. Donc, il y a plusieurs WhatsApp, mais le WhatsApp principal qui est sur tous les canaux de communication, c'est moi le fichier. Donc, il faudrait que quoi? Il faut décentraliser, engager les gens, tout ça, mais il faut être au cœur de ce management-là et gérer. Et quand vous n'êtes pas là, il faut avoir un numéro 2. Et ce numéro 2, ce n'est pas le jeu que vous ne pouvez pas être là, ce numéro 2 doit interagir. Mais ce numéro 2 doit être avec vous tout le temps pour voir votre ligne fonctionner. Et vous devez aussi penser à ce que si vous n'êtes pas là, le comportement numéro 2, pour que lui-même ne fasse pas. Donc, en toute chose, lorsque le personnel qu'il faut à chaque poste est précis, et vous avez aussi un collaborateur, c'est-à-dire un assistant, qui fait votre numéro 2, donc vous n'êtes pas là. Et vous ne mettez pas tous les numéros, mais tous les canaux pour être directement avec le client. Il ne faut pas mettre tous les personnels sur ça. Il faut que vous-même soyez à un niveau donné, pour contrôler, à un niveau donné, pour avoir aussi l'avis des clients, pour être sûr pour savoir s'ils sont satisfaits, ou pas, avoir leur retour. Donc, le processus doit être fait que vous soyez le dernier à valider votre application. Que ce soit même si c'est une petite fenêtre à faire pour votre tour. Mais si vous avez plusieurs chantiers, un chantier, je veux savoir sur tel chantier, il y a tel niveau de stock. Donc, tout ça, c'est des applications. Il y a plein d'applications. Vous pouvez sur votre smartphone savoir combien il y a, même quand on décaisse, combien il reste. Et tout sur vous. C'est la technologie. Et c'est pour ça, souvent, les gros entrepreneurs, les grosses entreprises sont toujours en avance. Et elles n'ont pas souvent cette petite technologie. Parce que il y a des entreprises qui font travailler ces applications-là. Si vous avez l'argent, même vous installez et vous avez la suivi de tout. Vous êtes au bureau, vous voyez tout. Il y a aussi des caméras maintenant ou même. Avant, les caméras, c'est avec les TV, on peut voir ça. Oui, mais avec aujourd'hui, il y a des caméras de quelques minutes. Il y a même des caméras où le personnel ne sait pas, c'est sur les lampes. Oui. Ils ne savent même pas qu'il y a ça. C'est ça. Donc, il y a c'est vrai que tout ce que les autres ont cité, c'est des moyens financiers qui seront à la base de la réalisation. Mais c'est pour dire qu'il y a assez de si on veut contrôler, on peut contrôler. Et il faut toujours, pour faire l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, que moi, mais j'ai eu à faire, on veut jouer le boss. Ne jouons pas le boss. Ça, c'est un conseil que j'aimerais donner à tous mes collègues. Arrêtons de jouer le boss ou ne jouons plus le boss. C'est-à-dire, on aime trop jouer le boss, on est là, c'est moi les chefs, ils sont là, ils n'ont pas tout fait, je viens, je vous paye, non? C'est votre travail. On ne doit pas dire ça. Il est pourtant dans cette toute personne. Non. Ne dites plus c'est votre travail, non. C'est aussi votre travail de vous assurer qu'il a fait son travail. Vous devrez, même si vous ne comprenez pas, il faut suppose que vous êtes chef et vous n'êtes pas informaticien, comme là, informaticien. Vous ne comprenez pas, mais faites semblant de voir, il aura peur. Quand même, il sait aussi que vous ne connaissez rien, il aura peur, parce qu'il sait que vous faites le suivi, vous contrôlez. Il y a, et dans les systèmes de management, tout est prévu. Il y a des gens qui sont là, eux, c'est seulement la spécialité de comment faire pour éviter tout ça. Il y a par exemple des bureaux qui sont, il y a un système de management où les bureaux sont prêts pour permettre de voir tous les collaborateurs, tous les collaborateurs qui travaillent. Déjà, vous êtes là, tout est vitré, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour ne pas manger des potes pour ni dormir, ni regarder des potes quoi sur le PC. Vous voyez, il y a des structures, si vous faites ça, tout ce que vous faites, ça, tout est enregistré. Oui. Votre adresse IP, tout est enregistré. Donc, déjà, quand vous êtes dans les structures, vous n'avez pas à voir l'erreur.
Vous comprenez? Donc, moi, je dirais que Dieu aide les petites entreprises, nous, les petites entreprises, à vraiment arriver à ce stade-là. C'est super. Pour vous dans une entreprise, il y a au moins une société, quelqu'un vient, c'est elle qui accueille à venir et après, lorsque le client est là, vous ne recevez pas le client seul. Vous venez avec votre assistant. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est magique. C'est tout ça qui permet au fait un bon rendu. Vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez préparer la sauce, vous mettez, et je suppose, légumes, et légumes, oui, je suppose légumes. Il y a fromage, il y a poisson, il y a quoi encore? Il y a crabe, ça n'aura pas le même goût que si c'est juste un poisson. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez avoir un bon rendement, vous devez, il faut tout ça. Et lorsque vous n'avez pas tout ça, vous devez savoir que ce sont des risques que beaucoup de gens, que beaucoup. Le fait de ne pas avoir tout ça. Le fait de ne pas avoir tout ça, vous devez savoir que c'est des risques que beaucoup. Et quand vous venez quelque part, vous mettez votre moto au gaz de l'eau. Là, vous savez qu'il n'y a pas de risque. Mais quand vous mettez ça à l'air libre, vous devez savoir que vous devez être en train de contrôler à chaque fois. Donc, c'est vous qui devez le gaz de l'eau. Donc, quand on n'a pas ce système-là, il faut considérer que votre moto n'est pas au gaz de l'eau. C'est à l'air libre. Et que n'importe qui peut venir prendre. Donc, votre entreprise n'est pas sécurisée, en fait. Et être conscient que c'est pas sécurisé. Et tous les jours, avoir et être en train de contrôler autant que vous pouvez. Jusqu'à ce que Dieu puisse aider à ce que vous pouvez. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, Cébus Bénin, vous envisagez de transmettre l'héritage? Vous travaillez avec des collaborateurs. Est-ce que parmi eux, ou bien un jour, dans votre démarche, vous comptez à une donner quand vous retraite, vous occupez de votre famille et de laisser ça à quelqu'un, ou bien vos enfants vont faire ça? Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a tout le système, tout est digitalisé. On a les états financiers, on fait des bilans, on a du suivi. C'est pour cela. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour ne pas transmettre ça. C'est évident. En fait, c'est le problème des entreprises africaines. Il n'y a pas, et vous allez voir que c'est la force surtout des Chinois, des gens, des entreprises qui ont des 100 ans, 150 ans d'existence. Et une entreprise qui a 16 ans d'existence, vous voyez qu'on ne peut pas se comparer à une entreprise qui a 5 ans. Oui. Parce que l'expérience est réellement de taille et ça contribue à l'émancipation de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un facteur très important. Et ça se prépare aussi. Vous ne pouvez pas laisser une entreprise à quelqu'un si c'est juste une boutique où il n'y a aucun suivi, il n'y avait pas un journal de caisse. Il va faire comment? Donc, votre stratégie pour transmettre, c'est déjà ça. La stratégie est connue. Si vous voulez transmettre un message à quelqu'un, il faudrait un suivi. Déjà, c'est-à-dire un cahier si vous voulez. Par exemple, quand on veut faire une passation de service, quand on venait, la personne vous montre dans son ordinateur qu'il a fait comme ça et tout ça. Sans ça, vous ne pouvez pas continuer. Donc, il faudrait que chaque entreprise ait son cahier de fonctionnement. Et dans ce cahier de fonctionnement, il y a tout ce qu'il faut. Les états financiers, tous les parts administratives pour permettre un jour de l'aider. Par exemple, celui qui viendra va venir, si ce n'est pas la santé financière de l'entreprise, que peut-être c'est en dents de scie, peut-être le bilan. Il va croire qu'il ne doit pas avoir des stratégies de concurrence, il ne doit pas avoir un plan de développement, tout ça. Il va rester comme ça et il sera étonné. Donc, je pense que c'est le problème des entreprises africaines, c'est que tout est géré par une personne. Il n'y a pas de responsabilité. Je connais quelqu'un, par exemple, qui décrochait le chantier de 6 minimum par commune. Minimum, là, il n'a rien décroché. Son entreprise est très florissante. Mais un jour, il est décédé. Un jour, il est mort. Tout est parti en fait. Imaginez une entreprise qui minimum par jour 80 millions. Et dès qu'il lui meurt, parce que, en fait, il était le cerveau de son entreprise. Personne ne comprenait rien. Il avait peur aussi qu'on le vole. Non, le vol, comme on l'a dit là, il faut des stratégies. Il faut en mettre en place un système de management. Personne ne peut vous voler.
Ouais, c'est ça le problème en Afrique ici. Où dès que le fondateur meurt, l'entreprise ferme. Parce que eux, même à leur niveau personnel, ils ne veulent pas. Ils ne comprennent pas. Des fois, ils ne comprennent pas. Il faut préparer votre à prendre la relève. À prendre la relève. Et quand on ne prépare pas, les gens ne peuvent pas prendre la relève. Parce qu'ils ne comprennent pas comment. Parce que même, il y a des entreprises où les employés ne connaissent pas comment ils ont le client. Ils ont juste des marchés, ils ne savent pas comment ils le payent. Même la mort, c'est trop. Le jour où tu es malade, et c'est à ce que ça veut dire, on voit, imagine ce qui va se passer. Oui. Un mois, c'est même trop. Une semaine, un seul année. Vous voyez les inconvénients, les impacts que ça peut avoir. Oui. Donc, il faudrait vraiment penser à tous ces petits détails au niveau de nos structures, de nos entreprises individuelles. D'accord. Ok, donc, concernant la préparation de l'héritage, c'est compris. Mais aussi, jusqu'à présent, beaucoup d'entrepreneurs font toujours l'erreur là. Vous êtes une femme. Et avec Dieu, ce n'est pas évident pour une femme d'exceller et d'être à l'aise dans ce métier. Comment vous arrivez à avoir l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée? Comment vous arrivez à, malgré votre travail au niveau du foyer, vous arrivez à assumer vos devoirs? Oui, bon, concernant cela, je pense que, comme je l'ai dit, c'est une question de dédication et d'organisation. Parce que si tu sais que tu veux réellement être une femme au foyer, tu aimes ton homme, donc tu dois savoir que lui-même, il a une place dans ton cœur. Donc je pense que tout, c'est une question d'organisation. Et si tu sais que tu veux venir tard, tu veux voyager, dès que tu es informé, tu l'appelles. Moi, par exemple, si j'ai un voyage en même temps, dès que j'entends, en même temps, je le fais. C'est pas que vous le mettez, du moins le fait accompli, ce voyage demain. Non, je vais l'informer des jours à l'avance. Et même si c'est un voyage qui a été précipité, par des fois, on t'appelle aujourd'hui, demain, tu vas venir. En même temps, je l'appelle. Il y a la preuve, je l'appelle, à quel homme m'a appelé. Donc, je pense que c'est la considération. Parce que déjà, quand votre partenaire vous aime, et vous savez que vous aime, il ne veut pas de votre mal. Le travail fait partie de l'épanouissement de l'être humain. Encore qu'on est aujourd'hui 1er mai, on fait le travail, je pense que ça fait partie de l'épanouissement. Il suffit juste de considération, beaucoup de considération. Et pour pouvoir garder l'amour. C'est selon moi, chacun a sa manière de voir. Mais moi, je me dis, c'est à d'avoir un travail, d'avoir des argent, c'est pour finir seul. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Parce que je me dis, on a réellement besoin d'un homme à ses côtés. Moi, je dis, on a réellement besoin. Parce qu'on a tous des petits problèmes, on a envie de se confier. Lui, sur cette terre, il peut dire, il n'a pas envie de se confier. Que ça soit un homme ou une femme, on veut toujours un partenaire à ses côtés. Donc, ce n'est pas seulement porter la bague d'or et se marier. Il faut réellement être heureux. Personne ne nous a forcé à nous marier. Donc, l'important, c'est d'être heureux. En fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne voient que le fait qu'ils sont mariés de la bague d'or. Je pense qu'ils doivent cesser de faire ça. Ils se font du mal à eux-mêmes. Ils parlent des jaloux. Qui est jaloux? On dit disons jaloux, mais qui est jaloux? Ils sont jaloux. Voilà, c'est les jaloux. C'est les jaloux. Qui est jaloux? Ils sont les jaloux. Donc, c'est nous qui sommes les jaloux. Donc, je pense que le bonheur intérieur doit primer. Et le bonheur intérieur, c'est l'assemblage entre la vie professionnelle et la vie privée. Pour pouvoir trouver le juste milieu. Pour chaque couple, il n'y a pas une formule exacte. Il y a juste une compréhension entre les couples. Entre les deux conjoints. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui ne sont pas d'accord avec vous. Surtout les féministes. Voilà. Il y a des femmes, d'abord disons, c'est mon travail qui est mon mari. L'homme peut m'abandonner à tout moment. Mais si j'ai mon travail, je m'en fous de lui. Il y a des femmes, dès qu'elles voient que leur travail peut leur permettre de subvenir à leurs besoins entièrement, elles se disent qu'elles n'ont plus besoin d'un homme. Et donc, se soumettre à son homme. Parce que vous, on n'a pas besoin de demander si vous êtes soumise à votre mari. Vous l'êtes, n'est-ce pas? Voilà.
Mais il y a des femmes, si vous savez qu'il y a des femmes, dès qu'elles ont une petite boutique, elles arrivent à payer la boutique, le loyer de la boutique pendant 3 mois. Elles se disent qu'elles n'ont plus besoin d'un homme. C'est sûr que ces femmes, dès qu'elles vont se mettre dans votre position, l'argent que vous gagnez aujourd'hui, la responsabilité que vous avez, elles ne vont plus vouloir d'un homme. Quel conseil vous avez à donner à ces femmes qui déjà qu'elles arrivent à payer leur nourriture elles-mêmes, se disent qu'elles sont indépendantes, elles sont femmes battantes sur une Amazon, c'est le thème qu'elles emploient. Quel conseil vous avez à leur donner? Ok, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est aussi une question de sentiment. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sont mariés, mais au fait, ils n'ont aucun sentiment avec le mari. C'est Parce que juste. je me dis, je peux avoir des millions, je peux avoir tout, mais vous ne pouvez pas ressentir cela dans mes comportements. Et je pense que même mon compagnon peut Le témoigner. le témoigner. Parce que je me dis, l'argent ne remplace pas l'être humain. L'argent ne remplace pas l'être humain. Et on n'est pas en couple pour que le puisse te prendre en charge. Il n'est pas ton père. Moi, je dis toujours ça. Mon mari n'est pas mon père. Il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Il le fait par volonté, par amour. Mais il n'est pas dans l'obligation. Il faudrait qu'on se mette nos parents dans l'ancien temps là. Il ne faisait pas tout à nos mamans. La preuve, elles allaient aussi au champ, elles cultivaient. Même aujourd'hui, vous allez au champ, vous allez voir les femmes cultiver. Donc, je pense que c'est une question de mentalité. Et toujours, je reviens toujours à cette question de promouvoir la femme, de mettre dans la femme, dans la tête de la femme, que juste sa beauté peut lui permettre d'avoir tout. Juste le fait qu'elle a un sexe féminin doit lui ouvrir des portes. Non, ça ne peut pas t'ouvrir des portes, à moins que toi-même tu ouvres tes jambes. Non, ça, le fait qu'on ait une femme ne t'ouvre pas des portes. Ça signifie qu'une femme qui aime son mari, comme elle est soumise, il n'y a pas à faire de nature de. Une femme qui aime son mari, elle est soumise. Et que ça, la journée, elle est soumise. Moi, je dirais, les femmes qui font ça. Moi, mon langage, c'est mon travail est mon premier mari. J'ai ce langage aussi, même avec mon mari, je dis. Mais, à côté, il a aussi une place dans mon cœur. C'est ce que moi, je me dis. Donc, vous pouvez montrer comme. Le problème, dans ce cas, pour ces jeunes femmes qui font ça, elles n'ont aucun sentiment Pour leur mari. Elles étaient là, parce qu'elles étaient dans le besoin. Beaucoup sont comme ça. Oui. Aujourd'hui, présentez-vous comme un homme qui peut prendre une femme en charge qui est financièrement stable. Elle va se marier. Elle va t'aimer automatiquement. L'amour vient automatiquement. C'est une équation un peu plus à deux. Mais dès qu'elle se rend compte qu'elle-même peut subvenir à ses propres besoins, tu n'es plus utile dans sa vie. Donc, les sentiments d'aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est des intérêts, mais on voit celui-ci, il a une moto, il peut venir me prendre le soir. Souvent, c'est les calculs des jeunes filles. On peut sortir à la plage, il peut donner quelque chose par semaine, et on dit je t'aime. Alors que dans le cœur, tu n'as aucun sentiment pour ce t'aimer. Tu es juste à l'aise avec le fait qu'il peut t'aider à tout moment. Et c'est tout ça qui est en train aussi d'équilibrer tout ça. Parce que le jour que tu as rencontré plus fort que lui, dans tous les cas, il y aura toujours plus fort. Oui. Le jour que tu as rencontré plus fort que lui, tu vas aller t'abandonner. Et c'est là où va y avoir des difficultés. Donc, nous devons mettre l'amour au centre de tout et apprendre à aimer nos femmes et nos maris pour pouvoir construire la vie meilleure. D'accord. Voilà. Donc, ces femmes battantes, qu'elles comprennent que si tu n'es pas un homme, il faut te séparer de lui. Il faut se séparer. Il ne faut pas rester quelqu'un avec quelqu'un juste parce que tu n'es pas. L'amour aussi, c'est quoi? Tu peux rester avec quelqu'un pendant que quelqu'un n'est jamais aimé. Si la personne n'est pas le temps. Il y a des femmes aussi qui te disent, moi je vois des femmes qui m'ont dit, c'est quoi l'amour? S'il a l'argent, je vais l'aimer. Et finalement, c'est cette femme qui commence à avoir des touchés. Parce que l'amour ne vient pas du jour au lendemain. L'amour ne vient pas du jour au lendemain. Il faut essayer d'attirance. Il faut essayer d'attirance envers la personne avant de pouvoir dire. Si la personne ne va pas quitter ton pays, vous pouvez faire 50 ans ensemble, tu ne vas jamais l'aimer. Donc je pense qu'elle doit d'abord penser à l'amour avant de penser aux besoins
au lieu de penser aux besoins financiers là, qu'elles aillent chercher le l'argent et laisser les garçons en paix. Avec les enfants de tout aussi, laisser les garçons. Oui, mais c'est dans le fait de chercher. Il y a des femmes aujourd'hui, quand vous les rencontrez, tu dis, tu la dragues. Et en même temps, c'est pas l'homme dont je cherche actuellement, je cherche mon argent. Et je leur dis, l'homme qui te drague, il a un travail. Malgré ça, il veut construire une vie avec toi. Pourquoi toi aussi, en cherchant du travail, en cherchant ton argent, tu n'es pas accepté de construire une vie avec elle? Et tu te rends compte que elle allait accepter si elle n'avait pas d'argent. Vous comprenez? En fait, ces femmes-là, on les appelle Les blessés de guerre. il y a beaucoup de femmes qui ont eu déjà à connaître les déceptions, tout ça. Et bon, pour elles, parce que c'est pas parce que tu cherches l'argent, tu rentres le soir. Non? Oui, tu as le Pas temps. le travail, tu rentres jusqu'à 2 h, et 2 heures. Si je suis seule, si mon mari est en voyage, je suis seule, les 2 heures qui sont là-bas, je suis déjà en ligne. Alors je me dis, tu vas chercher de l'argent et venir rester là. Tu vas pas parler avec le bleu. Ni avec les Et télés. mais si tu as un enfant, tu ne vas pas parler, l'enfant ne peut pas remplacer un homme dans ta vie. Qu'on veuille ou non, l'enfant ne peut pas remplacer un homme dans ta vie. Donc, ces femmes qui parlent comme ça, je pense qu'elles ont eu à connaître des déceptions, des déceptions. Et elles pensent que maintenant, là, il faut juste se concentrer. Tu sois même. Et elles doivent savoir qu'il faut faire, il faut analyser. Parce que très souvent, il y a des filles, comme je l'ai dit, il faut qu'ils vous disent, au lieu de chercher l'argent, je ne cherche pas l'homme. Ça, c'est dit avant, elle cherche l'homme. Et qu'elle n'a pas trouvé l'homme. Elle n'a pas trouvé l'homme. Maintenant, elle va chercher l'argent. Aujourd'hui, les gens de mer peuvent venir t'entendre. Donc, si tu fais comme ça, tu dois emmagasiner des déceptions. Et après, c'est quoi passer de langage. C'est bon, c'est le langage. D'accord. Nous sommes presque à la fin de notre émission et nous vous remercions beaucoup parce que vous avez été ouvertes pour toutes les questions. Quel message vous avez à envoyer d'abord à des entrepreneurs, à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer déjà, à vos clients ou à vos futurs clients que vous pouvez découvrir ici, ou même à des entreprises de construction, mais qui sont dans l'immobilier, qui veulent travailler avec vous? Vous regardez la caméra. Merci pour cette question. Déjà, aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais que ce n'est pas une partie de plaisir. On ne se lance pas parce qu'on est fatigué de voir la tête de son employeur, on est fatigué de se lever tous les matins. Parce que souvent, c'est ce que les gens se mettent dans la tête. Donc, tu peux avoir la liberté du temps, tu peux avoir la liberté dans l'entrepreneuriat. Il faudrait qu'on se comprenne sur cela. L'entrepreneuriat ne nous donne pas forcément la liberté financière, mais tu peux gérer ton temps comme tu veux. Et comme ça aussi, tu gères ton temps comme tu veux. Ça, c'est que l'entreprise n'est pas encore prospère. Une entreprise qui est prospère, moi, je viens au boulot à 6 h avant tout le monde et je rentre tard à 22 h après tout le monde. Pour les acteurs qui me regardent dans le domaine de BTP, je les dirais qu'ils ne vont pas regretter si ils mettaient en moi d'abord leur confiance pour des partenaires, des partenariats sur des chantiers, par exemple. Nous pouvons assurer tout ce qui concerne l'aspect métallique. Tout ce que moi, j'aime préciser dès le début, c'est que tout partenariat doit être gagnant-gagnant. Et ça doit être clair dès le début. Il ne faudrait pas qu'au début, par exemple, vous attendez à un pourcentage de 5% ou 10%, je ne sais pas, et que vous ne me dites rien, vous me dites non, rien, qu'à la fin, on se dit, ah, elle n'a rien donné et on la laisse. Je ne sais pas si c'est que je suis une femme, mais c'est ce que j'ai remarqué. Par exemple, souvent, quand tu leur dis, ah, vous voulez prendre quel pourcentage au début, ils disent rien. Mais à la fin, on voit que ce n'est pas. Ça prend oui, donc de la même manière que vous gérez avec les hommes, je pense que ça peut être de la même manière avec moi. Et je pense que je serais encore même plus fière qu'un homme. Parce qu'une femme n'a pas trop l'esprit de vouloir dribbler quelqu'un. Donc je pense que ça sera un bon partenariat de penser à nous sur tout ce qui concerne l'aspect métallique des bâtiments et les machines aussi. Les machines, les bétonnières, les presses, l'écologie, tout ça, nous sommes là pour vous accompagner sur cela. Les brouettes, il faut avoir des brouettes 229 et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont déjà abonnés. Vos brouettes sont de
et capacité? C'est des contenances de 85 litres. 85 litres. Oui. C'est des boîtes qui ne reconnaissent pas leur couleur verte. C'est très original. Donc, la marque, c'est boîte 229, fabriquée au Bénin, pas signée au Bénin. Donc, vous pouvez aussi vous en procurer. Et il suffit juste de nous contacter par WhatsApp et vous aurez les prix et vous serez un peu dans notre base de données. On pourra mener un partenariat ensemble. Pour les entreprises aussi, nous sommes une entreprise juridique de droit plutôt et nous avons tous nos papiers à jour. Et je pense qu'ils ne vont pas regretter d'avoir collaboré avec nous. Et je pense qu'on peut beaucoup les apporter, notre expertise surtout et notre expérience. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Nous sommes à la fin de notre émission, de cet épisode. Merci pour être resté là jusqu'à la fin. Vous savez ce que vous devez faire. On se dit à très bientôt.